Bonjour tout le monde, Blaise Dubois de la Clinique du Coureur. Aujourd'hui, notre capsule sera sur la fameuse chaussure qui fait courir plus vite, la Nike Vaporfly 4%, l'Annex, la Alpha, les fameuses chaussures que vous avez tous vues à la télé, les rouges d'abord qui sont devenues vertes à un moment donné. Alors, j'ai apporté des notes parce que le sujet est extrêmement complexe, vaste et surtout, il y a beaucoup de pollution de toute l'information qu'on nous donne. On est constamment appelé par des athlètes, par des journalistes pour connaître notre opinion, donc on se devait de faire une mise au point sur cette fameuse chaussure. C'est aussi une mise à jour de notre vidéo qu'on avait fait il y a déjà un bon petit moment, tout de suite après le record du monde de Kipchoge sur marathon. Et on avait commenté en fin de compte, avec cette vidéo, en fin de compte, l'évolution de cette chaussure, mais on avait surtout fait une mise en garde commerciale. Vous pourrez le réécouter, il est toujours à jour, mais on va préciser un peu plus cette fois-ci sur la nouvelle science qui est sortie et tout le reste. Alors, les questions qu'on va répondre sont assez simples. On va commencer aujourd'hui par la commercialisation de Nike et dans la prochaine capsule, qui va être demain, on va vous parler un peu plus de science, on va vous parler un petit peu plus d'une étude aussi qu'on a publiée sur le sujet et des conclusions. Est-ce que vraiment sur le terrain ça fait une différence ou pas et pour des distances en particulier et si ça fait une différence, est-ce que c'est vraiment 4% comme c'est largement véhiculé actuellement? Donc voilà, alors comment Nike a réussi à faire une commercialisation si efficace? 5 caractéristiques, 5 points qu'on va élaborer un petit peu sur le sujet. Première chose, faire croire à un effet phénoménal, un gros effet de performance. Alors, on a nommé la chaussure la Vaporfly 4% initialement, non pas parce qu'elle améliorait la performance de 4%, mais parce qu'il y avait une amélioration de l'économie de course de 4%, qui est énorme, qui est phénoménale et qui améliorerait la performance de près de 3%. Ensuite, on a appelé la Nex. Alors, la Nex était la suivante, mais c'était surtout celle qui faisait 1% de plus que la précédente. Et là, on a véhiculé le fameux 5% d'amélioration de la performance quand finalement, il n'y avait pas d'étude directement avec cette chaussure-là. Et après ça, on a fait la Alpha, avec laquelle on a fait le projet Ineos 1.59, avec lequel Kipchoge a fait en dessous de 2 heures sur marathon. On va y revenir, ce n'est pas un vrai record homologué, mais il a quand même couru très vite cette journée-là, en dessous de 2 heures, avec plein de facteurs associés, duquel je vais vous parler. Donc la première chose à faire, que Nike a fait dans sa commercialisation, c'est faire croire à un effet phénoménal. La deuxième chose, c'est d'influencer l'inconscient collectif. Alors, on a eu d'abord un projet payé par Nike qui leur a coûté 25 millions de dollars, qui est le projet Sub 2. Donc là, on essayait de briser le 2 heures sur marathon et là, on a engagé 29 lièvres qui se sont relayés en fin de compte pour amener 3 athlètes, les meilleurs au monde, sur un chrono de moins de 2 heures sur marathon. On a fait une structure de drafting optimale avec des lièvres, mais aussi avec une Tesla, avec un gros board qui, en fin de compte, réduisait le vent à Kipchoge, mais surtout avait un effet d'aspiration pour l'amener en dessous de 2 heures. Alors, c'est un peu comme si on disait, on va faire un record du monde sur 100 mètres, mais on va mettre des gros souffleurs qui vont pousser et qui vont avoir un vent favorable pour pouvoir courir plus vite et finalement, hop, tout à coup, on court en dessous de 9,50 sur le 100 mètres. C'est un peu la même chose. Alors, mon point 2, c'était d'influencer l'inconscient collectif. Donc, on a commencé avec ce Sub 2. On n'a pas réussi, mais on n'était pas si loin. On a investi beaucoup d'argent. Et après ça, on est allé avec l'Ineos 1.59. Alors là, on avait 41 pacers, des lièvres. Donc là, on a augmenté. On a étudié la forme pour être sûr que le drafting soit optimal. Donc, on a trouvé une forme qui est encore mieux que le fameux triangle qu'on avait fait auparavant. On avait toujours une voiture électrique avec un board un petit peu plus haut, probablement encore, pour avoir un effet de drafting. Bien évidemment, tout ça n'a jamais été homologué par la World Athletics, l'anciennement l'IAAF, parce que, bien évidemment, non réglo. Et pour cette course-là, l'autre petite chose qui nous chatouille un petit peu, c'est qu'on n'a aucune donnée biologique sur Kipchoge qui réussit ce moins de 2 heures, parce que comme c'est non officiel, pas homologué par la World Athletics,
finalement, on n'a pas de test pré, post et on ne divulgue pas non plus les tests biologiques de Kipchoge. Bien évidemment, l'environnement est super contrôlé, mais on réussit à descendre en dessous de 2 heures, qui marque les esprits. En point 2, influencer l'inconscient collectif. En point 3, s'assurer que tout le monde les porte. Alors quand je dis tout le monde les porte, Nike a fait un investissement massif auprès des athlètes élites. Alors investissement massif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fin de compte, qu'on prend les meilleurs au monde et on les sponsorise en leur donnant ces fameuses chaussures. On sait bien, les athlètes ne se posent pas trop de questions, courent avec et bien évidemment, on arrive à mettre presque une personne sur 2 sur les podiums la première année en 2018, grossièrement. On les fait, ces chaussures-là, à partir de 2017, mais en 2018, on observe que la moitié des podiums des gros marathons au monde sont avec des équipes Nike, donc cette fameuse chaussure. C'est intéressant parce que l'année suivante, en 2019, en dessous de 3 heures sur marathon, c'est plus de 40% des athlètes qui portent cette fameuse chaussure. On a réussi à teinter les athlètes et à leur dire, si vous voulez performer, il faut avoir cette fameuse chaussure. Et les podiums ne sont plus à 50% occupés par des personnes qui ont des Nike, elles sont occupées par 90% de personnes qui ont ces fameuses chaussures. Alors en 2019, on est à l'ère de la Next, mais il y en a qui portent encore les Vaporfly 4%. C'était le point 3, s'assurer que tous les portent. Encore une fois, ils ont extrêmement bien réussi leur marketing. 4e chose, bonifier l'effet placebo. Alors à ce niveau-là, il y a différentes méthodes, mais la première, c'est d'avoir un produit qui a une valorisation énorme. Ça coûte 330 $ canadiens pour cette fameuse chaussure Nike Next et la Vaporfly 4% aussi. C'est le double du prix d'une chaussure de compétition normalement. Juste ça améliore déjà tes performances par l'effet placebo que ça induit. La deuxième chose, en faire la norme. Alors, je l'ai dit, en 2018, on avait moins de 10% des marathoniens qui couraient en dessous de 3 heures qui portaient ces chaussures-là. En 2019, c'est plus de 40% et en avant du peloton, c'est 90% des coureurs. On amène l'idée du dopage technologique. Alors, le dopage technologique, ça a fait une pub énorme et monstre pour Nike. L'IAF a même dû se pencher sur la question, statuer sur on les accepte ou pas pour les championnats du monde, mettre des normes, etc. Mais quelle pub magique pour la marque, en fin de compte, avec cette fameuse chaussure. Et après ça, il y a une autre chose, c'est qu'on a exposé, on l'a fait dans tous les médias, exposé le pourcentage de nouveaux records personnels battus avec cette chaussure et le pourcentage de personnes qui la portent, qui portaient des Nike dans les compétitions. Donc, on a eu des 10 km hyper rapides où il y avait des pourcentages de records personnels qui étaient énormes, qui étaient autour de 60-70%. Et il y avait aussi 70% des gens, voire 80%, qui portaient ces fameuses chaussures-là. Et bien évidemment, on fait un effet de corrélation, une association directe. Mais ça soulève une problématique en fin de compte. C'est qu'on ne peut pas dire que 70 nouveaux records à une course sont relatifs à la chaussure si on ne sait pas c'est quoi le pourcentage de records personnels dans les autres courses les années précédentes. Il faut savoir que la majorité des athlètes, année après année, battent leur record personnel. Et ils ne le battent pas dans des petites compétitions par-ci par-là, mais dans des événements où on sait que tous les meilleurs athlètes se réunissent. Donc, il faudrait pouvoir au moins faire un comparatif entre combien de records personnels ont été battus dans les années passées, année après année, versus cette année avec l'intégration de cette fameuse nouvelle chaussure, qui, on le rappelle, amène quand même un effet placebo important. L'autre chose de dire, par exemple, que c'est à cause de la chaussure, parce qu'il y a 80% des gens qui portent cette chaussure, ça soulève une autre question. Est-ce que la proportion des records personnels sont plus élevés chez ceux qui portent cette chaussure ou pas nécessairement comparé aux 20% qui ne portent pas ces chaussures? On ne le sait pas. Donc, soyons encore une fois très prudents par rapport à ces choses-là. Alors, j'ai envie de vous répéter les 5 petites choses parce que je me garde la 5e pour la fin. Alors, en premier, c'était de faire croire un énorme effet. On l'a réussi. Influencer l'inconscient collectif avec le marathon en dessous de 2 heures, ça a été magique. S'assurer que tous les portent, ils ont très bien réussi en payant beaucoup d'athlètes de haut niveau, la majorité, qui sont devenus sponsorisés Nike, et maintenant tout le monde, en croyant que cette chaussure aide à la performance, se sont aussi mis sur les Nike.
4. Bonifier l'effet placebo. Ça aussi, ça a été magique avec un prix super élevé, avec l'appel au dopage technologique, en faire la norme et exposer en plus les nouveaux records et ainsi de suite qu'on suppose étant en lien avec cette chaussure-là. Et en 5, je rajouterais créer une dépendance. S'assurer que les athlètes, avec cette chaussure-là, ne puissent pas s'en passer. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que ceux qui avaient l'habitude de courir avec des chaussures de compétition qui étaient plutôt minimalistes et plutôt minces, en transférant vers cette chaussure-là, n'arrivent plus actuellement à revenir vers des chaussures plus minces. Alors vous me direz, c'est pas si grave. Effectivement, ça va juste leur coûter cher. Alors, c'était une première capsule où on parlait un peu plus du marketing de la marque, mais demain, on va vous parler de science, des études publiées, de l'effet réel sur le terrain, parce qu'il y a des études intéressantes où ils ont regardé ce que ça faisait. On va vous parler aussi du retour de certains athlètes, qu'est-ce qu'ils ont perçu, senti sur 5 km versus sur marathon. On va vous parler des inconvénients, mais surtout des avantages. Je dis surtout parce qu'il y en a quand même quelques-uns de cette chaussure et on vous parle de tout ça demain. Et pour conclure, en fin de compte, on va vous mettre en dessous du lien Facebook, en fin de compte, la vidéo qu'on avait publiée dans le passé. Et bien évidemment, l'objectif, c'est d'échanger, donc gênez-vous surtout pas pour faire des commentaires. Donc, à demain tout le monde. C'était un plaisir de faire cette capsule pour vous.